Au début des années 80, ces deux directeurs de banque contribuent à réaliser l'inconcevable. Sauver l'industrie horlogère suisse. Ce que j'ai trouvé le plus pesant, c'est qu'à tout bout de champ, il fallait immédiatement faire une séance avec les banques. Les plannings des uns et des autres étaient si chargés qu'on finissait par se rencontrer à 8 heures du soir. Ça a été une période extrêmement chargée. Qu'est-ce qui serait arrivé si on n'avait rien fait? La Suisse ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Toute une région aurait été sinistrée. Oui, et pour longtemps. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. En effet. 80 ou 90 000 emplois avec toutes les entreprises sous-traitantes. On parle de la plus importante action de sauvetage d'une industrie. C'était marche ou crève. Si on n'avait pas trouvé d'accord, notre industrie horlogère aurait disparu. Ça aurait été un désastre pour la Suisse. Salut. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Aujourd'hui, l'industrie horlogère suisse est à nouveau florissante grâce notamment à Jean-Claude Biver. Voici la montre Mekaten. Elle a un nouveau mécanisme, elle est bleue, incroyablement harmonieuse. C'est la montre que j'achèterai. Les montres suisses dominent le marché mondial. L'industrie est plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Nous n'avons jamais été aussi forts. Grâce à un savoir-faire séculaire. La montre mécanique, c'est une culture, une tradition, un art, et elle est éternelle. Dans 100 ans, cette montre fonctionnera toujours. De nos jours, c'est ce que les gens apprécient. Ils ne veulent plus d'obsolescence. Ils veulent se relier à l'avenir, à l'éternité. Nous avons besoin d'éternité. Elle n'existe plus. C'est l'une des raisons qui explique le succès actuel de nos montres mécaniques. En 1977, l'industrie horlogère suisse est au bord du gouffre. On ne sait jamais si on sera licencié ou non. Passé un certain âge, cette incertitude vous pousse à bout. Vous commencez dans une profession et presque chaque matin, vous ne savez pas si vous pouvez encore retourner au travail ou pas. J'aimais bien travailler ici. Tous les employés à l'époque, on vivait dans un monde complètement fragile et on avait tous évidemment beaucoup de soucis. Quand on a travaillé des années dans une entreprise et qu'on y a mis tout son cœur et qu'on se fait licencier, c'est fou. Je me suis consacré à cette entreprise pendant 36 ans. Bien, pour le moment, nous sommes vraiment dans le trou noir, comme on peut dire. Chacun se pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux aller?
Est-ce que je dois partir de la région? Comme nous sommes presque tous nés dans nos vallées ou dans nos montagnes, nous aimerions bien rester dans notre région. C'était un bateau pris dans une énorme tempête. Tout le monde était terrorisé et voulait quitter le navire. Personne ne disait « le bateau chavire à cause de ces vagues gigantesques, on va peut-être tous mourir, mais dans ce cas, mourons comme des hommes. Reprenons le contrôle du bateau et tentons d'en faire quelque chose. » Je savais que si on arrivait à fabriquer une montre ici en Suisse, avec moins de 7 à 10% de coûts de production, on parviendrait à battre tous nos concurrents. La Swatch, une des solutions pour sortir de la crise. Nous recevons les deux créateurs de la Swatch, M. Jacques Muller et M. Elmar Mock. L'enthousiasme de deux jeunes ingénieurs à l'époque, un spécialisé dans les matières plastiques, M. Mock, et moi-même spécialisé depuis plus de 10 ans dans le mouvement horloger, traditionnel ou moins traditionnel. Et cette rencontre de ces deux mondes ont créé la Swatch. Voilà, pour faire un résumé, vous savez, dans la vie, tout le monde a besoin de chance aussi. Il faut savoir la saisir, peut-être. Alors, voilà un petit peu la genèse, disons, de cette fameuse montre Swatch. Super, je viendrai dans le château, dans la forteresse. Face à la crise, Jean-Claude Biver opte pour une autre solution. C'était une tragédie. C'était douloureux. Mais je l'ai bien vécu. J'ai profité de cette période de changement. Tout le monde se projetait dans l'avenir. Seul l'avenir existait. Il fallait laisser le passé derrière soi, faire table rase, c'est-à-dire qu'il fallait laisser tomber les montres mécaniques et se consacrer uniquement aux montres à quartz qui, elles, constituaient l'avenir. C'est là que j'ai dit qu'il y avait moyen d'innover en tablant sur le passé. Aujourd'hui, il sait qu'il a pris la bonne décision. Les résultats sont très bons. 32% de mieux que l'an passé. C'est réjouissant. Je suis très content. Ce sont de bonnes nouvelles. De temps en temps, il faut les partager. Ok, à tout à l'heure, Thomas. En pleine crise, Jean-Claude Biver rachète une ancienne marque de montre pour une bouchée de pain. Alors que plus personne ne croit en l'industrie horlogère, lui voit les choses différemment. Nous nous consacrons à l'éternité. Qu'est-ce qui est éternel? L'amour est éternel. Les artistes, l'art sont éternels. Picasso ne peut pas mourir. Mozart est immortel. Les Beatles aussi. Voilà notre concept. All you need is love. All you need is love. On s'est dit, voilà, l'amour est éternel. Pas l'amour entre deux personnes, l'amour en tant qu'attitude morale. Comme j'avais une passion pour les montres, je me suis demandé quelle était la part d'éternité de ces montres. On savait que ce n'était pas le quartz. En ce temps-là, les piles devenaient de plus en plus plates, de plus en plus petites, et bien sûr, après 10 ans, on ne pouvait plus acheter d'anciennes piles. Non seulement leur taille avait diminué, mais tout d'un coup, elles ne contenaient plus de mercure, mais du lithium. Puis le lithium a été interdit. Nous avons vu tout ça.
Nous, on a toujours misé sur l'éternité. La montre mécanique est éternelle. Elle est le fruit d'un héritage. Elle est le fruit d'une tradition. Elle est le fruit d'un art. Art, luxe et succès. Inconcevable il y a 40 ans en pleine crise. Je n'aurais jamais imaginé que la résurrection des montres mécaniques prendrait de telles proportions. Un peu, oui. C'est ce qu'on a fait avec Blancpain. Mais ça concerne toutes les marques. Que Tag Heuer et d'autres reviennent ainsi sur le devant de la scène avec des montres mécaniques, je ne l'aurais jamais cru. Personne ne s'y attendait. Sinon, on n'aurait pas jeté les outils. Dans les années 80, on était tellement convaincus que les montres mécaniques ne reviendraient jamais qu'on a jeté tous les outils. Tout, on n'a rien gardé. On s'est dit, loin tout ça. Personne n'imaginait leur résurrection. L'industrie horlogère suisse domine le marché mondial pendant des décennies. Au début du XXe siècle, 95% de toutes les montres vendues dans le monde sont suisses. La plupart fabriquées dans les vallées jurassiennes. L'industrie horlogère suisse, au début du XXe siècle, avant la guerre et pendant la guerre, domine totalement le marché mondial. Donc il y a des concurrents aux États-Unis, en France, pas encore au Japon, vraiment, mais on a une industrie horlogère suisse qui domine totalement le marché mondial. Pour éviter que la concurrence étrangère ne puisse bénéficier du savoir-faire des horlogers suisses, le Conseil fédéral interdit l'exportation de pièces détachées. Tout est régulé et légiféré. Qui produit quoi, où et dans quelle quantité. Presque une économie planifiée. Au début, la stratégie fonctionne. L'industrie, organisée en petites et moyennes entreprises, prospère grâce à la réglementation protectrice de l'État. Mais une tempête économique se prépare. L'industrie horlogère japonaise se met à copier les montres suisses. Et sa production est extrêmement performante. Des robots remplacent le montage manuel. Le Japon produit de façon centralisée, contrairement à la Suisse où le travail se fait dans une multitude de petites entreprises éparses et aux pratiques vieillissantes. Ce qui explique ce commentaire désabusé à la télévision suisse. Cette presse servant à fixer les aiguilles a plus de 40 ans. Ces machines, dignes d'un musée, sont toujours utilisées dans la production des boîtiers. On a assisté à une chute constante des chiffres d'affaires. Parfois, le chiffre d'affaires monte, puis redescend. Ce sont des fluctuations normales. Mais là... Parallèlement, la crise pétrolière entraîne une récession mondiale. Elle est bientôt suivie d'une autre crise, la crise monétaire. La valeur du franc suisse prend l'ascenseur. Je te prends 5 millions de dollars avec 0. Les montres suisses doublent de valeur. Elles deviennent hors de prix. Vu des États-Unis, vu du plus grand marché horloger du monde, on aura des montres japonaises qui vont devenir moins chères que les montres suisses, qui deviennent extrêmement chères. Donc ce facteur monétaire est extrêmement important.
Oui, j'ai entendu dire que la situation était mauvaise, à cause du franc. On ne sait pas ce que l'année prochaine nous réserve. On le remarque quand on parle aux gens dans la rue. Tout le monde a peur de se faire licencier. Presque chaque matin, vous ne savez pas si vous pouvez encore retourner au travail ou pas. Avec beaucoup de licenciements, évidemment. Voilà. C'est surtout plutôt ce que j'ai vu, parce que, évidemment, je ne suis pas financier, je suis ingénieur. J'ai surtout plutôt un ressenti d'insécurité énorme. Voilà, ce qui est assez pesant pour un jeune père de famille, disons. L'industrie horlogère suisse a perdu sa place en tête du marché mondial, nécessitant la suppression de 50 000 postes de travail au cours des 13 dernières années. Nous tous ici, nous ne sommes plus bons qu'à être jetés à la poubelle. Voilà ce que ces messieurs veulent. Et en plus, ils attendent de nous qu'on ferme notre gueule. La situation économique générale nous oblige à appliquer des mesures de rationalisation partout où c'est possible. Le transfert de Neuchâtel à Vienne devrait permettre de réduire les coûts. Ça évite qu'on ait une usine qui n'est pas utilisée à son plein rendement à Vienne et une autre à Neuchâtel, dans l'espoir de redevenir concurrentiel. Les montres japonaises représentent la concurrence la plus acharnée. Produites par des machines automatisées, elles sont nettement moins chères et de bonne qualité. En 5 ans, la production de montres japonaises a doublé, alors que celle des entreprises suisses stagnait. On a senti que notre avion perdait de l'altitude. On savait bien que lorsqu'un avion perd de l'altitude, il n'y a qu'une chose à faire: redescendre pour reprendre de l'élan, pour regagner de la portance, pour retrouver de l'air sous ses ailes qui lui permettent de passer par-dessus la colline. On savait que la solution consistait à faire des économies, mais pas seulement. Il fallait aussi se réorganiser et être innovant. Vous savez, l'ambiance est très pénible quand on travaille et que chaque jour on est confronté aux mêmes problèmes. On ne vendait pas suffisamment et donc on n'avait pas suffisamment de rentrée d'argent. Ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est un peu comme une lente hémorragie. On est en train de jouer la symphonie des adieux de Haydn. On fait encore de la musique, mais il manque des instruments. Personne n'imaginait qu'une chose pareille puisse arriver. Durant cette période de crise, ces deux directeurs de banque siègent chacun dans des conseils d'administration de l'industrie horlogère, d'où ils observent la tragédie. Nos contacts, eh bien, j'aurais dû tenir un journal. Toute l'économie mondiale se trouvait dans une situation difficile. C'était la crise du pétrole. Le dollar est passé de 4,30 à 1,50. Et puis, à la fin des années 70, l'industrie horlogère japonaise s'est imposée avec ses montres à quartz bon marché. Les montres à quartz. Un coup dur de plus. À cette époque, le Japon est en train de commercialiser la montre électronique. Une révolution qui met la Suisse encore un peu plus à la traîne.
Il ne faut pas oublier que jusqu'en, je dirais, 1975-77, la précision était un gage de qualité. Plus la montre était précise, plus son prix était élevé. Mais voilà que tout d'un coup, une entreprise japonaise, Seiko, propose une montre meilleur marché de 70% qui est plus précise. Évidemment, ce n'est pas une montre mécanique, c'est une montre à quartz. Mais les gens ont été impressionnés par sa précision. D'une certaine façon, les Japonais ont réussi à s'approprier notre concept qui reposait sur la précision. Ils sont arrivés avec des produits bon marché, de meilleure qualité en termes de précision que les montres plus chères. C'est ce petit bâtonnet de quartz qui donne le la. Il oscille plus de 32 000 fois par seconde lorsqu'il est alimenté par une pile minuscule. Voici donc cette nouveauté révolutionnaire. Voici à quoi ressemblent des circuits intégrés vus au microscope électronique. Ils utilisent les oscillations du bâtonnet de quartz pour les transformer en secondes, en minutes, en heures et en jours. Bien que l'industrie horlogère suisse fabrique sa première montre à quartz en série, la Beta 21, sa mise sur le marché laisse à désirer. Donc on sait développer des montres à quartz, aussi bien, voire mieux que les Japonais. Mais ce que les Japonais savent faire, c'est la produire à bon marché, la lancer sur le marché, en faire quelque chose qu'on puisse commercialiser. Les fabriques suisses n'arrivent pas à écouler leurs marchandises. Leurs entrepôts se remplissent de montres invendues. L'émission alémanique Kassensturz s'en fait l'écho. Un chauffeur de taxi nous dit que c'est sur les Champs-Élysées qu'on trouve les meilleures montres. Sur place, pas un seul magasin Omega. Par contre, un grand centre Seiko. Ici, pas d'invendus. Et en vitrine, exclusivement des modèles récents. Les montres suisses peinent à se vendre malgré des rabais conséquents. Le Swiss Made n'a plus la cote. Écoutez, on dit que l'être humain commence de réfléchir uniquement dans la nécessité, alors, c'est-à-dire une insécurité totale dans l'horlogerie. Vous êtes obligé de réagir et dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors peut-être le climat commence par ça. Alors évidemment, après, il y a 10 000 histoires. Quel est le patron qui voulait qu'on développe une montre qui coûte rien du tout, de qualité suisse et tout? Peu importe, ça c'est pas très important. C'est qu'une toute petite équipe s'est mise au travail et a commencé de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à un but, un rêve, une montre suisse de grande production qui coûte rien. Les premiers prototypes ont des défauts de jeunesse, mais l'équipe de Jacques Muller poursuit ses recherches. En fait, c'est un produit clé, en tout cas dans sa phase de démarrage, pour attaquer les pays industrialisés. Beaucoup d'ingénieurs sont restés sur la montre mécanique. Et cette montre mécanique, nous les jeunes, on n'y croyait plus. Et peut-être pas que nous. On pensait qu'elle était morte, que c'était révolu. Pour nous, c'était, comme je vous l'ai déjà expliqué, des locomotives à vapeur en comparaison du TGV d'aujourd'hui. Voilà. Donc nous, on voulait plus travailler sur les locomotives à vapeur. Voilà la situation un peu des années 80. L'ASUAG. C'est l'un des groupements qui domine l'industrie horlogère suisse à cette époque. L'autre est la SSIH, et les deux sont au bord de la faillite. Vendredi 28 février, tous les employés d'ASUAG sont conviés sans préavis à une réunion en fin d'après-midi. On leur annonce que l'ensemble des 13 500 employés est désormais au chômage partiel. Ça s'est fait très rapidement. C'est terrible, parce que c'est définitif. Le climat économique et politique de ce pays s'est refroidi d'un seul coup. Et si vous croyez qu'on va mourir gelé à la maison, vous vous trompez. On sait bien qu'il faudra continuer à payer nos impôts et que le prix du pain et du beurre va augmenter.
Je crains que ce ne soit pas la dernière fois qu'on vous demande de vous rassembler pour montrer à ces gens qui on est, combien on est, et de leur faire entendre ce qu'on veut. Les deux directeurs de banque se souviennent. Toi, tu as dû travailler dur dès 1981 déjà, pour assainir la SSIH. À ce moment-là, tu avais déjà traversé toute la procédure que nous avons mise en place une année plus tard pour la ZUAG. C'est juste. Je me souviens qu'au moment où j'ai commencé avec la SSIH, j'ai pris mon agenda en me demandant comment j'arriverais à dégager du temps. Un peu comme si je m'étais cassé la jambe ou quelque chose comme ça. Je me souviens avoir été agréablement surpris d'avoir finalement réussi à libérer suffisamment de temps. Sans nuire à la banque? Ça, je ne sais pas. Mais on trouve toujours le temps quand c'est nécessaire. La SSIH n'avait pas l'argent pour continuer seule. Nous avions des problèmes réels de chiffre d'affaires, de liquidité et même des problèmes d'ordre industriel. Alors, il fallait sauver la SSIH. Ça concerne de très nombreux postes de travail. La SSIH emploie environ 4000 personnes. On nous a d'abord demandé d'accorder immédiatement un crédit relais, parce que la SSIH n'était pas en mesure de payer les salaires de décembre, sans quoi elle ferait faillite. Peu après, Peter Rengli, le directeur de la ZUAG, tire lui aussi la sonnette d'alarme. À l'automne, on nous a dit « on a besoin d'argent, 185 millions ». Ces millions ont été investis ou utilisés assez rapidement. Peter Rengli avait même écrit ceci, précisément. Chute des prix galopante. Les Japonais inondent le marché mondial de montres à quartz bon marché, très précises, mais passablement laides. Walter Frenner m'a dit « Écoute, la ZUAG est aussi en difficulté. » Alors, on a demandé la mise en place d'un comité de pilotage parce qu'il fallait intervenir. On ne pouvait plus laisser la direction agir seule, bien qu'elle ait pris des mesures et proposé des choses très justes et pertinentes. On estimait toutefois que ces mesures ne suffiraient pas à empêcher une catastrophe. J'ai dit à Peter Rengli qu'il fallait avancer, qu'il fallait que les choses évoluent et que nous, les banques, proposions d'engager l'entreprise Hayek pour faire une étude de la dernière chance, qui devait nous dire en 6 mois si cette entreprise pouvait encore être sauvée. Nicolas G. Hayek est né à Beyrouth, au Liban, où son père était dentiste. Il effectue sa formation scolaire dans une école jésuite française. Il poursuit ses études au Centre d'études mathématiques et physiques de l'Université de Lyon, où il obtient une licence en mathématiques, physique et chimie. Monsieur Hayek, vous êtes devenu conseiller. Qu'avez-vous trouvé? D'immenses attentes, l'espoir que Dieu nous aiderait et une arrogance totale envers autrui, une certitude d'être les meilleurs parce que notre arrière-grand-père faisait les meilleures montres. Et j'ai trouvé une méconnaissance absolue de tous nos clients étrangers. Il a été invité à notre réunion de janvier 1982. Ce fut une discussion chaotique. C'est toi qui la dirigeais, de façon fantastique. Mais quand tu as laissé aller la discussion, elle est partie dans tous les sens. Je me souviens qu'on a perdu le fil à plusieurs reprises et qu'on ne savait plus comment continuer. À ce moment-là, Peter a dit « De quoi s'agit-il »
On a appliqué un schéma, un système. Les marques A, c'était Omega et Longines. Les marques B, c'était Tissot, Mido, etc. Et la marque C concernait la Swatch qui montait. Comment s'appelaient ces tableaux de papier qu'on avait? Flipcharts. Ah oui, flipcharts. Ensuite, on a réfléchi à la mise en place de structures organisationnelles. Il y avait 3 variantes. La première, la variante Mini, qu'on a appelée Eiger. La deuxième, la variante Midi, qu'on a appelée Jungfrau. Et la troisième, la variante Maxi, qu'on a appelée Munch. Munch, en français moine, la totale dans une robe de bure. L'industrie horlogère suisse était morcelée. Chaque marque se démenait seule. D'ailleurs, la plupart d'entre elles appartenaient à des privés. Le grand plan Hayek prévoyait de mettre tout le monde sous le même toit. L'idée consistait à rassembler toutes ces marques éparses et leurs sous-traitants sous un même toit pour être forts et avoir les quantités nécessaires pour contrer les Japonais sur le plan industriel. À la fin de ces 2 journées, on avait défini les contours précis de ce qu'on comptait mettre en place, même s'il a encore fallu régler de très nombreux détails par la suite. À l'époque, personne n'aurait misé 5 centimes sur notre plan. À la fin, au moment de faire accepter définitivement le plan de redressement, j'ai rencontré des oppositions au sein du conseil d'administration de la part des représentants des grandes industries. J'ai dû me battre pour qu'ils acceptent. Ils considéraient que la stratégie qu'on avait élaborée était floue et qu'on n'avait aucune chance de contrer les Japonais. À cette époque, Jean-Pierre Bony dirige le secrétariat d'État à l'économie, le SECO. Quel est votre état d'esprit pour cette séance? Réaliste. Mais vous y allez aussi avec votre cœur? Oui, je me suis engagé. Je ne suis pas indifférent à ce qui va se passer ici. En tant que représentant de la Confédération, Jean-Pierre Bony vit le drame de l'intérieur. Il adresse une note confidentielle au Conseil fédéral. J'ai tiré la sonnette d'alarme. Dans cette note, j'ai même employé l'expression allemande « Vogel friss oder stirb », marche ou crève. Il était essentiel de faire passer ce plan. Par la suite, c'est ce qui a permis la fusion entre l'ASUAG et la SSIH. Qu'est-ce qui serait arrivé si le plan n'avait pas été accepté? Il n'y aurait plus d'industrie horlogère en Suisse. Elle n'aurait pas survécu. Aujourd'hui, il est question que les banques fassent une croix sur 116 millions de francs. Sous des aspects factuels et austères, la conférence de presse des représentants des banques a apporté des révélations sensationnelles. Bonsoir à vous. Ce qui est sensationnel, c'est que les banques injectent des centaines de millions de francs dans la restructuration de l'industrie horlogère. Sensationnel aussi parce que la fusion entre l'ASUAG et la SSIH crée un géant de l'horlogerie qui devrait être capable de concurrencer les plus grandes entreprises japonaises. Ça a été extrêmement difficile de rassembler toutes ces banques. C'est presque un miracle qu'on ait réussi. Finalement, on a mis d'accord plus de 100 banques, en les convainquant ou en les obligeant à marcher avec nous. Ce sont les banques qui ont sauvé ce groupe, qui ont sauvé les 2 groupes. Monsieur Gross, comment voyez-vous les perspectives d'avenir à moyen terme? Je suis plutôt optimiste, même si le chemin est encore long. Ça va servir à quelque chose? Ça devrait servir à quelque chose, c'est sûr. Certainement. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'il n'y ait pas de suppression de postes de travail. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Pas pour nous, les travailleurs. Nous ne pensons pas qu'à moyen terme, il sera encore nécessaire de fermer des entreprises. Réduire le nombre de cadres dirigeants, ça servira à quelque chose? Oui, s'il faisait ça, je pense que ce serait utile.
Évidemment, il faut encore améliorer les processus au sein de toutes les unités organisationnelles, ce qui pourrait conduire à des mesures de démantèlement minimes ici ou là. Les banques ont suivi avec un engagement fort. Elles ont apporté beaucoup d'argent dans l'idée qu'elles pourraient ensuite se désengager en faveur de l'industrie ou l'ouvrir au placement pour un large public. Un jour, au restaurant Mövenpick, Hayek m'a dit « Écoute, je possède 60 millions à titre privé. La bourse, ce n'est pas ma tasse de thé. » Un beau jour, Peter Gross m'a téléphoné pour me dire qu'Hayek était peut-être intéressé et qu'il fallait qu'on en parle. On s'est rencontrés, il m'a raconté comment cette idée était née et j'ai trouvé que c'était ce qu'il fallait faire. Je crois à l'extraordinaire, au miraculeux. J'étais convaincu que si on agissait, un miracle se produirait. Je n'ai jamais eu d'attitude pessimiste. Je n'ai jamais dit « il n'y a plus rien à faire, c'est terminé, on laisse tomber ». Tout au contraire. À l'instar des enfants, je suis plein d'espoir, de rêves et d'idées. Ici, derrière cette façade, au centre du quartier de la finance à Zurich, on a pris des décisions importantes concernant l'industrie horlogère. Nous avons été informés aujourd'hui par Telex que Nicolas Hayek et un groupe d'investisseurs avaient racheté 51% des actions de l'ex-SSIH Azuag. Les voix critiques ont reproché aux banques d'avoir vendu le groupe pour une bouchée de pain à Nicolas Hayek. Dans une perspective actuelle, on peut dire que oui, mais à l'époque, pas du tout. À l'époque, on ne savait pas si la fusion allait rapporter quelque chose. On ne savait pas comment ça continuerait. Actuellement, on peut considérer que c'était une offre bon marché, mais pour l'époque, je dirais que c'était une offre équitable. En tout cas, ce n'était pas un cadeau. Sylvain. Bonjour. Ça va? Oui, vous. Ramon Tamé. Alors, vous m'avancez avec ce truc. Regardez toute cette équipe. Ils travaillent jour et nuit. Regardez comme ils sont contents de travailler. Ils rigolent. Vous parlez de Schweizerdeutsch? Hey, vous devez avoir honte. Je crois vraiment à ce que je fais et je transmets cet état d'esprit. Les gens qui m'entourent y croient aussi et ils sont avec moi. Je n'en tombe pas de ma chaise. Je n'en tombe vraiment pas de ma chaise. Il a fait des choses bien plus jolies pour Atlanta. Ça ne va pas, les enfants. Ça n'a pas de cachet. Ce sont deux montres qui ont été conçues pour correspondre aux désirs du marché américain. Mais aux États-Unis, ils n'ont aucun goût, bon sang. Martin les a testés avec ses enfants? Sur les vraies montres, les motifs seront nettement plus brillants. Non de non, pourquoi vous faites des prototypes s'ils ne correspondent pas? Refusez. Je veux une montre digne de ce nom. Telle qu'elle, c'est invendable. Cette montre est d'un ennui absolu. Elle n'a rien pour elle. J'ai besoin d'un produit dans le segment inférieur du marché afin de pouvoir me battre contre les Japonais. Comme ingénieur, on était sûr, et probablement on avait un peu raison, qu'on avait créé un produit parfait. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est toujours content de porter une Swatch qui, en principe, marche bien et coûte toujours pas beaucoup. Donc, qu'on ait un bon produit, c'est bien. Mais le vendre, c'est autre chose. Et avoir du succès, c'est autre chose. À la maison, je dis toujours, moi je sais à la cuisine faire une bonne soupe. Mais en faire un succès, en faire une renommée, ça je ne sais pas faire. Je me souviens très bien qu'à l'époque,
Le public n'était pas intéressé par les explications du miracle technique de la Swatch. Le public à l'étranger se fiche complètement du nombre de pièces qui constituent sa montre. Les gens veulent une jolie montre qui fonctionne. Nous avons alors réalisé qu'il fallait que cette montre ait une âme. Nous avons donc donné une âme à la Swatch. On l'a dotée d'un message. La montre n'est plus un produit qui donne l'heure, c'est un accessoire de mode. C'est la première fois en Suisse qu'on a un accessoire de mode, la montre comme accessoire de mode pour les masses. Et on va vendre ça aussi, c'est le début un second point important, c'est le début du storytelling dans l'industrie horlogère suisse. C'est-à-dire que la montre devient un moyen de raconter une histoire au public, aux journalistes et autres, au-delà de la montre elle-même, au-delà du produit elle-même. Une Swatch, ce n'est pas simplement une montre qui donne l'heure, mais c'est quelque chose de cool, de sportif et autres. Et on va commencer à communiquer là-dessus. Monsieur Hayek, lui, a senti le potentiel de cette Swatch. Certainement. Et c'est pour ça qu'il a engagé ses propres deniers pour financer cette opération. Et c'est pour lui, c'est une grande croyance là-dedans. Et il a toujours aimé cette marque, pour ne pas dire la préférer aux autres, ce qui est encore le cas aujourd'hui de la part de son fils, qui, avec moi bien sûr, c'est la marque qu'on préfère. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai commencé avec la Swatch? Entre Bienne et Neuchâtel, on avait 90 usines avec 6000 employés qui n'avaient pas de travail. Je n'aurais pas eu d'autre alternative que de les fermer et de perdre l'ensemble d'un savoir-faire helvétique. On s'est dit qu'en lançant une montre qui ne se vendrait pas à 100 000 exemplaires par année, ni à 200 000 ou 300 000, mais qui se vendrait par millions, on parviendrait à sauver ces usines. C'est ce qu'on a fait. Mesdames et messieurs, je m'adresse maintenant à l'un des plus grands entrepreneurs du monde occidental, un des grands hommes d'affaires actuels, Nicolas Hayek, le président de Swatch. J'ai rarement vu une personne aussi vive d'esprit et rapide. Il avait un esprit de déduction exceptionnel. Lors de certaines séances de direction de la ZWAG, à peine un papier rempli de chiffres avait-il été distribué, je ne pense pas être le plus lent, mais à peine l'avait-il pris sur la table qu'il disait déjà « Ici, il y a une erreur ». Vous ne l'avez même pas lu, bon sang. Le plus petit des obstacles devient insurmontable si on ne le considère pas dès le début. Je vais vous montrer pourquoi. Nous avons ici 2 techniciens. Vous dites que c'est possible et vous dites non. On peut bien faire une maquette, mais avec cette ligne, on ne peut pas la polir. Mais on peut atténuer cette courbure. Jacques, vous êtes sérieux. Vous allez me faire un petit changement pour qu'il puisse la polir. Quel est votre point faible? Je suis très impatient, incroyablement impatient au travail. Je n'ai pas de patience avec des gens très gentils et charmants à qui il faut beaucoup de temps pour comprendre quelque chose. Je n'ai pas de patience avec le pilote quand j'ai l'impression qu'il fonce dans la montagne. Je le remplace tout de suite, parce que le danger est grand pour mon avion. Vous savez, si vous êtes créatif, innovant, capable d'apprendre et curieux, vous ne pouvez qu'aller de l'avant. Il n'y a pas d'autre voie que celle qui avance. Nicolas Hayek ne mise pas tout sur la Swatch. En collaboration avec Jean-Claude Biver, il met aussi l'accent sur les montres mécaniques haut de gamme. Une deuxième option pour sortir de la crise. Qui achète une montre à 1 million? Franchement, entre nous, pas moi. Mais beaucoup de gens le font. Beaucoup, c'est peut-être un peu exagéré, non? 30 pièces. Nous avons vendu 30 montres. Ça fait 30 millions de francs suisses. Évidemment, nous avons constaté l'efficacité du plan Hayek et son incroyable idée de génie. Renforcer le segment inférieur du marché dans le but d'avoir une base solide, de pouvoir produire en quantité dans la catégorie de prix la plus basse et, sur cette base, de construire une pyramide qui monte jusqu'au sommet.
Tout le monde n'a pas compris sa vision. C'était une idée absolument géniale. Une photo de M. Biver coûte 1000 francs, de Boris Becker 5000 et de moi 500. L'art progresse parce qu'il entraîne toujours le passé vers l'avenir. C'est l'éternité. Nous avons décidé de produire une montre écologique. Une montre écologique, c'est une montre qui ne contient pas d'électronique et qui se remonte uniquement par le mouvement du poignet. C'est un miracle. Un miracle de la technique. C'est l'invention la plus géniale qui soit. Mon corps en mouvement apporte de l'énergie à l'objet. Que voulez-vous de plus? Voilà notre passion. Nous avons toujours misé sur l'éternité. La montre mécanique est éternelle. Visionnaire, Nicolas Hayek a permis la renaissance de l'industrie horlogère suisse. C'est le cas, c'est la vérité. Nous sommes plus forts que jamais. Moins de montres, mais plus chères. Actuellement, les montres japonaises sont pratiquement insignifiantes sur le marché mondial. On comprend le potentiel du marketing dans l'horlogerie. Donc, c'est plus qu'une question industrielle, c'est une question de savoir vendre des montres, d'ajouter de la valeur à travers une bonne politique de marque et d'utiliser non seulement cet appareil industriel, ce formidable appareil industriel restructuré, mais des marques qui utilisent cet appareil industriel. Le problème industriel est résolu, on passe au problème suivant, que est celui d'ajouter de la valeur à ces marques. Et on est toujours dans ce paradigme aujourd'hui qui a bien fonctionné et qui a permis à l'Agence horlogère suisse de renforcer sa position de compétitivité. Nicolas Hayek meurt en 2010. Il avait déjà confié des responsabilités de direction à ses successeurs. Swatch Group est maintenant dirigé par ses enfants. Depuis la prise du contrôle de, je dirais plutôt la famille Hayek, sur ce Swatch Group, on vit dans... Il faut travailler, il faut faire de la nouveauté. Mais au point de vue moral, quant à la sécurité de l'emploi, des places de travail, c'est le paradis depuis sa venue. Et ça, c'est indéniable. Ce qui est positif, c'est qu'on a été dégagé de toute responsabilité. On a dit d'emblée qu'on souhaitait que le groupe soit repris le plus vite possible. En tant que banquier, on n'aurait pas su diriger une entreprise horlogère sur la durée. On a été heureux de ce qui s'est passé ensuite. De plus, la Swatch a aussi apporté autre chose. Elle a restauré la confiance. On a à nouveau pu se dire, nous, l'industrie horlogère suisse, plus précisément Swatch Group, on peut le faire. Et ça a constitué une excellente parade contre les Japonais. Ils ont été complètement pris de court par le fait que quelque chose de meilleur et de plus innovant que ce qu'ils faisaient eux-mêmes est émergé de ce qu'ils considéraient comme une ruine. Swatch, c'était une montre design bon marché, nouvelle et de bon goût. Les Japonais ne proposaient rien de tel et ils n'ont jamais réussi à créer un produit similaire. D'abord, l'industrie japonaise du quartz nous a détruits. Ils ont anéanti la montre mécanique. Puis on est revenu avec le plan Hayek en disant « Nous aussi on fait du quartz suisse, mais pour 50 francs. » La Swatch. Les Japonais ne s'en sont pas remis.
Puis, plus tard, on est revenu avec les montres mécaniques. De nos jours, la montre mécanique, c'est la reine de l'industrie horlogère suisse.